Le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DJF Audebert, Philippe Rossi. Bienvenue à vous, 19h25 sur Sud Radio. Chaque mercredi soir, c'est devenir plus utile. C'est la mission que l'on s'est donnée depuis septembre maintenant avec DJF Audebert. Bonsoir. Bonsoir à tous Philippe, bonsoir. Un contexte un peu particulier, mais on va essayer de changer les idées un peu à tout le monde, même si le sujet est un peu dur. Mais ce soir, on se quitte, on se sépare, mais on se retrouve quand même la semaine prochaine. Eh oui, tout à fait. Une contrepartie donc à notre présence afin de rendre notre monde meilleur. Et puis chaque mercredi soir, vous le savez, je vous donne la définition de l'utilité. C'est le principe que toute action doit être acceptée ou désavouée selon sa tendance à augmenter ou diminuer le bonheur des parties en présence. DJF Audebert, dites-nous tout. Quel est le thème du jour? On s'en doute. Comment divorcer plus utile, Philippe? Et voilà. On pourra dans les premiers temps donner la gosse à tes parents. Et oui, malheureusement, quand il faut des fois en passer par là, les problèmes volent en escadrille. Un choc émotionnel s'ajoute une procédure et ses conséquences familiales et morales, pas simple à gérer tout ça. Alors, DJF, quelles sont les questions que l'on doit se poser? Pourquoi les couples divorcent le plus souvent, voilà. Quels sont les changements apportés par la loi Hollande? C'est bien la loi Hollande, je me trompe pas, en 2016, qui est censée faciliter le divorce en il y en a un toutes les 3 minutes en France, avec des divorces sans juge et partie. C'est ce qu'il y a plus ou moins, on va en parler après. C'est bien 2016, on est d'accord? 2016. Mis en œuvre en 2017. Voilà, c'est ça. Décidé en 2016, mis en œuvre en 2017. Comment peut-on rendre plus doux ces drames personnels qui touchent un couple sur 2? Et oui, c'est pas rien. Combien coûte un divorce en moyenne? Et peut-on vraiment divorcer à l'amiable? Et voilà, et toutes ces questions, on va tenter d'y répondre avec nos invités. Maître Bruno Ancel, avocat au barreau de Paris. Bonsoir, spécialiste du divorce, titulaire d'un master de gestion de patrimoine pour traiter les divorces internationaux. Yves Toledano est avec nous. Maître Yves Toledano, bonsoir. Bonsoir. Avocat au barreau de Paris, docteur en droit, spécialiste du divorce et créateur de Radio Divorce. On va en parler. Et Maître Émilie Julliard, avocate au barreau de Paris, cofondatrice avec l'RMI de Oui Divorce, une plateforme de divorce utile, rapide et à un prix abordable. Si tu voyais mon avocat, ce qu'il veut me faire dire de toi, il ne te trouve pas d'excuses. Voilà, les avocats trouvent pas d'excuses, ce qu'il veut me faire dire de toi. C'est fini ce temps-là. Mais c'est fini. Alors, vous êtes tous les 3 avocats, avec des spécialités bien particulières. Pourquoi vous avez décidé de vous intéresser au divorce? Allez, Émilie, à vous en premier. Alors moi, je me suis intéressée à un type de divorce très spécifique qui est le divorce par consentement mutuel, et notamment pour les gens avec de faibles moyens. Et j'ai trouvé que pour ces gens-là, la question financière du divorce, du coût de la procédure était très souvent un obstacle. Je m'en suis rendu compte parce que j'habite dans un village et que je me suis trouvée confrontée à cette situation. Et ayant beaucoup pratiqué ce qu'on appelle le contentieux de masse et les process de contentieux de masse, nous avons eu envie, avec Claire Rémy, de proposer aux justiciables un outil qui leur permette de divorcer facilement et pas cher en optimisant les process et en utilisant les outils numériques. Vous voulez dire que vous avez côtoyé beaucoup de gens qui restaient ensemble, faute de moyens? Absolument. Voyons, ça fait un peu peur quand même. Bruno Ancel. Comme ma consoeur, j'aime bien les divorces amiables, j'aime bien essayer d'apporter un peu d'harmonie dans le divorcer de manière intelligente. Et à côté de ça, comme vous l'avez souligné, j'aime les divorces internationaux. C'est toujours un plaisir d'être contacté par un Américain, par un Russe, par un Anglais. C'est un voyage intellectuel à chaque fois que je suis contacté par des clients un peu de toutes les nationalités. Vous m'avez dit par un Émirat. Oui. Bon, les pensions alimentaires sont plus chères là. Tout à fait. Et votre commission aussi, sûrement, j'imagine. Mais bon, Yves Angelo. Yves Toledano. Yves Toledano. C'est mignon, rappelez-moi Angelo si vous voulez. Yves Angelo, c'est un réalisateur de cinéma qui est très connu. On lui passe le bonjour. Alors. Yves Toledano, pardon, excusez-moi. Bon, moi je fais du divorce parce que j'ai fait des études de droit, j'ai été jusqu'au doctorat et en fait je voulais pas sortir. Honnêtement, j'étais pas passionné par le droit, je dois vous l'avouer. Vous n'étiez pas tout droit, quoi. Non, j'étais pas tout droit, un peu de travers. Et bon, j'ai fini par être avocat quand même parce qu'il fallait bien aller travailler et sortir un peu de la fac. Et honnêtement, le droit m'intéressait pas. Je suis pas très juriste dans l'âme. Ce qui m'intéressait, c'est vraiment
vraiment le quotidien. Et une des matières qui touche tout le monde et où il y a du droit, bien sûr, mais il n'y a pas que du droit, il y a beaucoup de psychologie, beaucoup de factuel, c'est le divorce. Donc en fait, je me suis dit, tiens, ça me plaît bien. Alors c'est vrai que c'est pas un métier très fun quand on fait que du divorce, hein, voilà, pourtant mes confrères sont beaux et souriants, mais c'est quand même un peu pénible, parce que c'est vrai qu'on a affaire à des gens qui sont pas forcément dans une bonne période de leur vie, donc on est là aussi pour les accompagner, donc on se sent vraiment très utile. Oui, on parle du droit, on explique ce que dit la loi, mais on sent qu'on apporte quelque chose quand on essaie de pacifier quand même les relations. Ouais. Alors vous avez marié vos deux passions, parce que l'autre passion que vous avez exercée depuis votre plus tendre enfance, c'est la radio, donc vous avez même créé Radio Divorce. Oui. Qu'est-ce qu'Esaco? C'est vrai que moi je suis passionné de télé, de radio, j'en fais beaucoup et depuis que je suis petit. Oui, on vous voit partout, hein. On vous voit sur le plateau de Cyril Hanouna, sur William Lémergie, vous avez votre radio, donc c'est un passionné vraiment de médias. C'est vrai que j'adore ça et je me suis dit, vous avez raison, d'allier les deux, le droit, donc le divorce et la radio. Il n'y a pas de radio, il n'y a pas de médias, j'ai cherché dans le monde avant de faire ça, il n'y a pas de médias consacrés au divorce, il y a des émissions sur le divorce et j'ai dit, tiens, une radio c'est quand même pas mal parce qu'on peut écouter ça tranquillement sur son smartphone, dans son lit, sans que le conjoint entende, pour avoir des informations, ou alors en famille. Et voilà, on donne plein de conseils. Il y a des avocats, il y a des juristes, il y a même des juges, il y a des médiateurs, il y a des psys. Et on essaie d'apporter des informations sur cette radio pour aider ceux qui doivent divorcer. Émilie. Oui. Pourquoi Émilie Juilliard? C'est dur à prononcer, hein, Juilliard. J'ai essayé de me marier plusieurs fois et les noms étaient encore pires. Pourquoi les gens divorcent en général? Quelles sont les raisons principales? Principalement l'infidélité. Oui. Numéro 1. Numéro 1. Le ronflement, c'est en deuxième, non, ou pas? Le ronflement, non, c'est même rarement évoqué, mais je dirais, oui, très largement l'infidélité. Ouais. Et ensuite, on a un taux assez substantiel de gens qui divorcent au moment de leur retraite. Ah. Ils se retrouvent face à face, les enfants sont partis, ils n'ont plus rien à se dire et ils se rendent compte qu'ils ne se supportent plus. Ah oui, à ce point-là, au moment de la retraite. Ah oui, on en a beaucoup. Et donc là, au moment de la retraite, ça se passe avec autant de ferveur pour la séparation que ça pourrait se passer quand on a 30 ans. C'est-à-dire que les gens sont aussi remontés l'un contre l'autre pour récupérer tout ce qu'il y a à récupérer? Non, en tout cas, pas dans ma pratique, puisque non seulement on a une plateforme de divorce par consentement mutuel, donc nous sélectionnons les dossiers pour que les gens soient d'accord, et en plus, moi et mes collaboratrices et aussi nos partenaires, nous sommes formés au mode de résolution amiable des litiges, pour toujours essayer de trouver une issue. Il y a toute une technique d'écoute, de reformulation, de négociation raisonnée qui nous permet de résoudre beaucoup de difficultés assez rapidement. Mais en général, les gens de cet âge-là sont assez tranquilles. C'est cher, c'est long de divorcer. Alors c'est cher, c'est combien en moyenne? Je vous pose la question, je ne sais pas qui veut répondre. Combien coûte en moyenne une fourchette pour divorcer? C'est très varié. Hein. Chez nous, c'est très particulier parce que c'est allez-y, on va faire un tour de table. Ouais. Chez nous, c'est très particulier car c'est un mode d'exercice particulier qui a été processé et optimisé. Ouais. Et la fourchette, qui n'est absolument pas comparable avec un exercice en cabinet traditionnel, est en moyenne entre 590 et 1000 euros TTC, le divorce pour le couple. Tout compris. Tout compris, les frais de notaire d'enregistrement, pas les frais de liquidation, ni les droits de partage. Bruno Ancel, combien ça coûte pour divorcer chez vous? Alors, ça dépend de plusieurs paramètres. C'est-à-dire qu'il y a le divorce sans bien, sans enfant, il y a le divorce avec enfant, il y a le divorce avec enfant, bien immobilier, et il peut y avoir le divorce avec ce qu'on appelle l'élément d'extranéité, s'il y a un élément de droit international qui va compliquer un peu la donne. Donc, fourchette, je dirais entre 900 euros et 2000 euros si c'est très compliqué, avec du droit international privé, des liquidations de régimes matrimoniaux. Vous tenez, vous prenez en compte les revenus des gens, de temps en temps, si on arrive chez vous, qu'on vous dit on n'a pas, oui, pas grand-chose. C'est dans la déontologie, donc on doit adapter les... D'accord. Yves, moi, je suis un peu plus cher que mes collègues. C'est vrai que c'est normal, vous êtes une star des médias. Et il y a c'est en fonction de plein de critères. C'est vrai que nous, pour répondre très concrètement, on commence à partir de 3-4 000 euros et ça peut être plus cher. Effectivement, il y a des divorces amiables qui se terminent en 1 mois et demi et d'autres qui vont durer 2-3 ans. Et là, ça peut être beaucoup plus cher parce que c'est fonction des diligences de l'avocat. Plus on va passer du temps et de travail sur le dossier et plus il y aura une facturation qui sera importante. Mais on commence chez nous à 3-4 000 euros. Votre divorce le plus long, ça a pris combien de temps?
Je vais vous dire que Ça peut les être divorces 10 ans, hein. oui, c'est ça, qui sont pas encore Ah ouais. terminés, parce que ça peut s'arrêter, reprendre, Incroyable. etc. Et on peut faire des appels, des incidents. Enfin, dans la procédure, on peut faire durer. Il y en a qui font exprès, on appelle ça des actions dilatoires. D'autres qui font pas exprès parce que la justice aussi est lente. Mais enfin, oui, il y a des divorces qui peuvent durer 10 ans. Mais quand même, je pense que la tendance, elle est à accélérer les choses. On l'a dit, la réforme là qui est rentrée en vigueur en 2017, on peut divorcer aujourd'hui sans juge très très vite. Et puis je pense qu'il y a beaucoup Très, de très vite, c'est juridictions. combien de temps au plus court? Au plus court, un mois, s'il n'y a pas de bien, il y a rien à liquider, etc. Et qu'on envoie tout de suite, on a un accord tout de suite, on envoie les recommandés tout de suite. Un mois, c'est difficile. Ça rentre, puisqu'il y en a 15 jours de réflexion. bon, Vraiment, voilà. on y arrive, mais c'est très très Oui, rare. ça arrive, Mais c'est le minimum. Mais je ça peut être dirais rapide. 1 mois et demi, moi, pour. Ok. Alors vous m'avez dit quelque chose hors antenne, Yves Toledano, qui est assez drôle, si on peut dire, c'est que les gens, quand ils ont divorcé, ils se prennent en selfie souvent pour dire enfin ça y est, j'ai réussi à divorcer. Et puis il y a même des sociétés, ça je l'ignorais complètement, qui font des fêtes pour les gens font appel à des sociétés pour fêter leur divorce. Oui, alors nous c'est une tendance qu'on a vue il y a quelques temps. Ça s'est un peu calmé, mais c'était une grande mode. Beaucoup de gens sortaient du cabinet d'avocat ou du tribunal avec leur divorce en main, en quelque sorte, et faisaient un petit selfie et postaient ça sur les réseaux sociaux pour leurs amis, leurs copains ou pour les futurs éventuellement, futurs partenaires. Enfin libre, des choses comme ça. Et effectivement, des sociétés se sont spécialisées dans les fêtes de divorce. Faut comprendre qu'un divorce, bon, on a tous des gens qu'on connaît qui divorcent et ça se passe mal, mais pour certains c'est une délivrance, Une libération. et les deux sont finalement contents, s'entendent bien après divorce, ils s'entendent mieux après divorce que mariés, et pour eux finalement c'est quelque part un peu une fête, oui. Émilie Juliard, vous m'avez dit vous m'avez dit quelque chose de. Vous allez y arriver à le prononcer avant la fin de l'émission. Juillard, j'y arrive. Déjà, tous les anneaux n'y arrivent pas. Juillard. Émilie Juillard, donc, je viens d'arriver. Vous m'avez dit des choses aussi très drôles hors antenne par rapport aux raisons qui sont invoquées par rapport aux gens qui viennent vous voir pour divorcer par la plateforme. Et donc, dites-moi quelques-uns. Alors, changer de sexe, des gens qui ont changé de sexe pendant qu'ils étaient mariés. Leur conjoint qui change de sexe. Ouais. Ou leur conjoint. Ça fait bizarre. Chérie, je vais me coucher ce soir. Bah non, c'est plus toi finalement. Non, mais c'est très douloureux pour le conjoint. Voilà. Sûr, ouais. On a aussi un petit peu moins radical, mais tout aussi douloureux pour le conjoint, la personne qui décide d'assumer sa transgenrité, si j'ose dire, sa nouvelle sexualité. Ouais. Voilà, ouais. Et qui décide de s'habiller. En l'occurrence, c'était un homme en femme, de s'habiller en femme, et qui donc fait que la cliente vous dit, vous comprenez, il me pique mes robes et mon maquillage, j'en peux plus. Ouais, d'accord. Voilà. Et il y a même un cas incroyable, c'est le cas de gens qui ont eu des enfants, donc, mais qui se séparent et qui n'ont jamais fait l'amour de leur vie. Absolument. Et la femme est vierge. Alors là, c'est éclairez-nous là-dessus, quand même, c'est quand même quelque chose. Et demandent le divorce parce que ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble et ils n'ont jamais eu de rapport sexuel. Exactement. Donc ça laisse un petit peu perplexe quand on vous explique ça. Ouais. Et là-dessus, vous vous dites, mais vous avez 2 enfants, ils sont adoptés. Donc, non, pas du tout, ce sont nos enfants biologiques. Donc là, forcément, petite interrogation. Et comment vous avez fait ? Obligé de donner un peu de détails. Et comment ils ont fait ? C'est tout à fait proprement dans la cuisine, ensemble, avec un verre et une seringue. Et ils ont expliqué au gynéco qu'ils n'avaient eu qu'un seul rapport sexuel et que peut-être ça n'avait pas complètement déchiré l'hymen. Effectivement. Voilà. D'accord. Bon, Donc le monsieur, au bout de 10 ans... il avait raison peut-être de demander le divorce. En tout cas, il n'en pouvait plus, ça c'est sûr. Faut rappeler aussi que on parle beaucoup de divorce pour infidélité, mais il y a aussi l'inverse, l'absence de libido. Il y a aussi un motif de divorce si un conjoint sans raison, parce qu'il peut y avoir des raisons médicales, sans raison se refuse toute relation intime pendant une durée suffisamment longue pour considérer que c'est une violation des devoirs du mariage, ça peut être une cause de divorce. J'en ai fait 2 comme ça pour absence de relation injustifiée. D'accord. Maître Bruno Ancel, vous avez vu, il parle tellement que vous n'avez jamais la parole, c'est incroyable. Comment ça se passe ? Alors je rappelle juste quand même que la France est pays numéro 1 selon beaucoup de sources en ce qui concerne le nombre de divorces. Les États-Unis numéro 2 et l'Angleterre numéro 3. Comment ça se passe, les divorces étrangers est-ce qu'il y a des pensions énormes qui sont demandées par rapport à la France ? Et est-ce qu'il est souvent invoqué des différences de culture entre les époux pour demander le divorce ? Alors, premier point, je veux dire, par rapport au divorce étranger, ce qu'il faut voir, c'est que on ne peut pas faire un divorce extrajudiciaire pour tous les pays. Donc ça, c'est le premier point.
C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas faire un divorce sans passer devant le juge. Il y a certains pays, par exemple comme l'Algérie, qui ne reconnaissent pas le divorce sans juge. Donc selon les pays, il faut regarder si on peut le faire de manière déjudiciarisée par un contrat, une convention de divorce, ou si on est obligé de passer devant le juge. Donc ça, c'est un petit peu technique. Ça, c'est le premier point à voir. Après, est-ce qu'il peut y avoir des différences culturelles ? Ça arrive, mais je dirais que parmi les principales causes de divorce, il y a plutôt les violences, l'infidélité que des différences culturelles. Ouais. Et qu'est-ce qui diffère justement entre un mariage, enfin un divorce français plutôt, et un divorce entre deux époux qui viennent de pays différents? Évidemment, la garde des enfants, j'imagine, quand ils sont de différentes nationalités. Est-ce qu'il y a souvent des femmes ou des hommes qui veulent retourner dans leur pays d'origine en emmenant les enfants, etc. Ça rentre dans le... Alors, si vous voulez un exemple, là, j'ai été au tribunal il y a 2 jours. J'ai divorcé un couple, donc une Polonaise qui était mariée avec un Espagnol et qui vivait en France. Voilà. Oui. Et finalement, donc le mari est reparti en Espagne et la mère est restée avec l'enfant en France, et il fallait organiser le droit de visite du père par rapport à l'enfant. Donc, ce qui est difficile, c'est quand il y a deux couples dans 2 pays différents, d'organiser les droits de visite et d'hébergement. On passe à la pub, Philippe ? On va évidemment, on va se retrouver dans quelques minutes avec nos invités. Et ce thème ce soir, comment divorcer plus utile. Dans quelques minutes, donc, le retour de Devenir plus utile avec DJF Audebert et nos invités. Je vous dis à tout de suite. Divorcer plus utile, c'est le thème de Devenir plus utile ce soir avec DJF Audebert à nos côtés pour répondre à plusieurs questions sur ce thème-là. Maître Bruno Ancel, avocat au barreau de Paris, spécialiste du divorce. Maître Yves Toledano est avec nous, avocat au barreau de Paris, docteur en droit, spécialiste du divorce et créateur de cette radio Divorce. Et Maître Émilie Juliard, avocate au barreau de Paris, cofondatrice avec l'RMI de Oui Divorce. C'est une plateforme de divorce utile, rapide et à un prix abordable. Alors, Émilie Juliard. Je suis bien là. C'est bien là, ouais. Alors, dites-moi en 2 mots, comment ça se passe pour votre plateforme, avant qu'on aborde quelque chose de drôle que vous nous avez raconté hors antenne. Comment ça se passe ? J'arrive, je clique, j'ai envie de divorcer et... Donc vous remplissez un questionnaire pour savoir si vous êtes éligible à notre offre, puisque nous ne traitons que des vrais divorces par consentement mutuel, où les gens sont d'accord sur tout ou à peu près tout. La séparation des enfants, le prix qu'ils payent, tout. Donc là, s'ils arrivent, c'est juste en fait vous gérez la procédure finale. Voilà, et surtout on vérifie l'équilibre des parties et on les informe aussi de leurs droits, puisque c'est assez fréquent que c'est plus fréquemment les époux disent à leur femme je te donne déjà la moitié de nos biens, c'est bien assez, alors qu'en réalité elle aurait le droit à bien plus, et notamment une prestation compensatoire. Donc on informe les gens de leurs droits, on examine les questionnaires avec attention, mais souvent comme nous avons des divorces peu compliqués, avec pas de biens ou pas d'enfants, les choses sont assez simples et vont rapidement. Les causes de conflit, Bruno Ancel en général, quelles sont les causes principales de conflit lors d'un divorce ? Alors, les principales causes que j'ai pu rencontrer, c'est les violences conjugales. Ça, c'est une cause fréquente. Non, je veux dire, ça c'est avant le divorce. Mais quand les gens ils divorcent, quelles sont en général les choses sur lesquelles ils s'affrontent ? Évidemment, j'imagine les enfants, les enfants et l'argent. Les enfants et l'argent qui est le nerf de la guerre. Voilà. La pension pour les enfants, le mode de garde. Alors vous m'avez dit d'autres choses quand même assez incroyables tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi les pensions pour les chiens et pour les animaux. Oui. Alors, et la garde. Et la garde. C'est-à-dire que les gens s'affrontent aussi sur, et il faut que ça soit écrit, sur une pension alimentaire pour l'animal, donc chat, chien, il y a même des chevaux. Des chevaux, oui. Voilà, et ça c'est juste incroyable quand même, non ? C'est pas si incroyable que ça finalement, dans la mesure où les animaux ont de plus en plus de droits et qui ne sont plus vraiment considérés comme des choses. C'est dans l'air du temps, je dirais. C'est vrai que quand on aime son chien et qu'on se sépare, la question se pose, mais il va rester avec qui le chien ? Donc il y a forcément un des deux conjoints qui l'aura, et l'autre aura un droit de visite sur son chien. Et les juges comprennent ça et l'accordent. Ouais. Et puis même, par exemple, quand il s'agit d'un... Poisson rouge, non ? Poisson rouge, on n'a pas eu. Là, on tourne en rond, vraiment. Mais je crois qu'on a eu un vivarium avec des serpents dedans. Ah oui, quand même. Alors, justement, tout à l'heure, on parlait aussi des divorces touristiques. Oui. Qu'est-ce que c'est, les divorces touristiques ? Ça, c'est une expression à moi. C'est que nous avons constaté qu'il arrivait qu'une personne se rende en vacances, alors en l'occurrence c'était plutôt des femmes, nous, et qui tombent en amour sur un joli jeune homme local,
Clic-clac, l'épouse, le temps de faire toutes les formalités pour le faire venir en France. Et le problème, c'est que le jeune homme en France, au quotidien, est beaucoup moins attrayant. Il parle pas la langue. Quand il est sur la plage avec son paréo et sa guitare. Voilà, et surtout qu'en l'occurrence, c'était des très grosses différences culturelles, puisque à chaque fois, c'était des femmes qui exerçaient des métiers très intellectuels et qui se retrouvaient avec des maris généralement beaucoup plus jeunes, qui eux, n'étaient pas dans cette dimension intellectuelle. Bruno Ancel, les mariages blancs, vous qui traitez l'international, il y en a beaucoup, dont des divorces blancs du coup. J'en ai eu. Alors, c'est la loi là. On est dans le côté pénal, c'est-à-dire que c'est comment est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a des instances qui identifient des mariages blancs et qui du coup vous forcent à divorcer. Enfin, comment ça se passe? Non, ils annulent dans ce cas-là. Alors, quand il y a des mariages blancs, enfin, on peut essayer de tenter effectivement l'annulation du mariage, tout en étant précisé que l'annulation du mariage c'est attribué au compte-gouttes. Donc c'est pas facile. Il faut prouver le défaut d'intention matrimoniale. Et c'est un motif qui est pas facilement retenu. Donc il faut un dossier plutôt solide pour que ça soit validé. À titre de comparaison, moi qui fais aussi du droit international et du droit comparé, j'ai écrit un article sur les divorces blancs en Angleterre et aux États-Unis. Ils sont beaucoup plus répressifs en Angleterre et aux États-Unis qu'en France. Il y a une application de la loi pénale, alors qu'en France, on va faire jouer le droit civil, mais la France est moins répressive que ses homologues anglais et américains. Cela dit, moi qui ai travaillé en juridiction et notamment dans une chambre familiale, malheureusement, c'est que quand on est dedans, et quand le procureur se saisit d'un dossier où il considère que c'est un mariage blanc, enfant, pas enfant, ou mariage qui s'est finalement arrangé, il annule le divorce pour défaut d'intention matrimoniale au moment du mariage, même si le couple s'est finalement construit après. C'est pas grave. C'est surtout moi, je vois surtout des mariages gris. Alors, j'ai pas toutes les couleurs d'arc-en-ciel. Je vous rassure, il y a blanc, parce que juste pour nos auditeurs, un mariage blanc, c'est quand, je simplifie, les deux conjoints se marient pas forcément par amour, mais par intérêt pour des papiers pour l'un autre. Et mariage gris, c'est quand un des deux conjoints, lui, pense vraiment épouser l'autre et par amour. Pour des bonnes raisons. Voilà. Tandis que un des deux, lui, non, veut juste avoir des papiers ou autre chose. Et donc un des deux se fait avoir. C'est une escroquerie au sentiment. Et donc on va essayer de demander l'annulation. Ça se plaide. Oui, alors c'est comme disait mon confrère tout à l'heure, c'est pas facile d'avoir un mariage annulé. Si vous avez eu un enfant, faut pas y compter. Si ça fait des années que vous êtes en cohabitation, faut pas y compter. Donc c'est vraiment des cas où il s'est marié, puis 2 jours après, il ou elle est parti. Voilà, ça peut marcher éventuellement. Mais ça arrive très souvent, les mariages gris. Moi j'en ai beaucoup, des gens qui m'appellent. Voilà. Alors parfois, on pense que c'est un mariage gris, mais simplement la personne a déchanté rapidement. Ça peut arriver aussi, mais il arrive aussi souvent qu'il y a des mariages vraiment par intérêt, par un des deux conjoints, par intérêt uniquement. Alors vous avez aussi des abonnés du divorce, vous Oui. Vous avez des gens avec des cartes de fidélité chez vous? Écoutez, je suis en train de faire des cartes d'abonnement, là, de cartes de fidélité. Oui, j'en ai un que j'ai divorcé 3 fois, donc j'ai promis qu'il y aurait une réduction au 4e divorce, ce qui est normal. Oui, non, mais il faut être commercial. Si vous aviez eu Eddie Barclay, c'était 7 fois. Ah oui, là par contre, là, c'était offert, c'était open bar. Non, on plaisante, mais il y a des gens qui divorcent plusieurs fois. Alors, je sais pas, ils voient le divorce comme quelque chose assez simple, ou le mariage, c'est peut-être dans leur nature de multiplier et de quand même vouloir se marier. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de conquêtes, mais ils se marient pas. Et d'autres qui sont attachés au mariage, donc ils se marient à chaque fois qu'ils sont amoureux, mais après ils sont plus amoureux, donc ils divorcent. Émilie Julliard, est-ce que le divorce est vraiment un constat d'échec? Non, je pense pas. Les mentalités ont changé et le concept du mariage pour la vie s'est totalement éloigné des principes. Les histoires, elles Vous n'êtes pas romantique, vous? Non, je suis terre à terre. Il y a de très belles histoires qui ont un début, un milieu et une fin. C'est la vie de maintenant. Alors, Bruno Ancel, maître Bruno Ancel, on parlait des pensions tout à l'heure, des pensions alimentaires. Donc vous avez déjà un exemple, non pas de pension là, mais au Moyen-Orient, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, la fameuse histoire de la paire de Nike. Alors, on va commencer par le plus simple. Il y a souvent des négociations pour les pensions alimentaires avec les confrères. Il y a un certain investissement émotionnel. Une fois, j'ai une consoeur qui m'appelle, qui me dit votre client, il est vraiment hyper radin. Vous vous rendez compte? Il propose même pas 150 € de pension alimentaire pour l'enfant. C'est pas le prix d'une paire de Nike. Et puis, il peut même pas s'acheter une paire de Nike. Donc voilà l'argument massue du confrère. Votre client, il donne pas 150 €, donc je peux même pas acheter une paire de Nike à mon fils. D'accord. Et le Moyen-Orient?
Alors, le Moyen-Orient, c'est différent. C'est quand, par exemple, une épouse qui travaille pas ou qui a des petits revenus et le mari qui a des revenus entre 10 000 et 20 000, on trouve des fois des demandes de pension alimentaire, 3 500, 4 000 ou 4 500 par mois, parce que normalement, la jurisprudence dit que la pension alimentaire, elle doit être en adéquation avec le train de vie de l'enfant. Donc, quand on voit que les enfants... Si c'est le fils d'un émir du Qatar, du coup... il n'y aura pas de difficulté. Il n'y a pas de limite, dans le montant. Non, mais les plus grosses pensions alimentaires que vous avez déjà négociées. Bruno, on commence par vous aviez la parole. Je crois que j'ai vu des pensions alimentaires à 4 500 par mois, mais je veux dire, je sais qu'il y a des confrères qui ont été encore plus loin. Je sais que c'est surtout dans les prestations compensatoires ou dans les devoirs de secours qu'on trouve des sommes 1 million, 3 millions de prestations compensatoires pour les gros divorces. Mais c'est là plutôt que le divorce est perçu un petit peu comme un pactole, et là on verse un peu dans le divorce à l'américaine en France. Yves Toledano, vous gérez des stars, j'imagine aussi, vous avez des divorces et de stars. Est-ce que les stars sont plus difficiles à manier au niveau des divorces, et est-ce que vous obtenez des pensions alimentaires mirifiques ? Bon, alors, j'ai pas beaucoup de stars, mais bon, j'ai quelques personnes qui ont eu un peu de notoriété. Alors, moi, pour les pensions alimentaires, sauf si ils vont être contents, vos clients. Un peu de notoriété, c'est pas des stars. Ils veulent de la discrétion. Mais c'est vrai que, généralement, les pensions alimentaires, elles sont quand même un peu plafonnées, parce que le juge va vous dire, vous savez, le gosse, même si le papa ou la maman, celui qui donne la pension, est riche, il va pas manger du caviar non plus matin, midi et soir. À un moment donné, la pension, elle doit servir uniquement pour les besoins de l'enfant. Faut pas que le conjoint s'en serve pour aller s'acheter un sac à main ou aller se balader. Ou des baskets, justement. Mais alors, c'est l'indemnité compensatoire qui l'a. Là, oui. Là, par contre, parce que la pension... on rappelle ce que c'est l'indemnité pour les auditeurs. La pension alimentaire dont on parle, c'est une somme que le parent qui n'a pas la garde va donner à l'autre pour aider à l'éducation, l'entretien de l'enfant. C'est pour les enfants. La prestation compensatoire, c'est une somme que le conjoint le plus fortuné, je simplifie, va donner au moment du divorce à celui qui a le moins de sous. Et là, effectivement, c'est proportionnel à la disparité des revenus et des patrimoines, donc ça peut monter très haut. Et oui, on peut avoir des prestations compensatoires de plusieurs millions d'euros. Alors, on n'est pas comme aux États-Unis avec des contrats qui prévoient des sommes forcément mirobolantes, mais si le conjoint est très 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 riche, oui, on peut avoir une prestation qui est très très importante. Ouais. Alors justement, est-ce qu'on conseille à nos auditeurs, quand ils se marient dans le cadre où ils divorceraient, de faire un contrat de mariage à chaque fois? C'est important, un contrat de mariage? Qui est-ce qui prend la parole là-dessus? De faire un contrat de mariage, est-ce que ça aide? Est-ce que ça aide à divorcer, de mieux divorcer plus rapidement, un contrat de mariage? Alors le contrat de séparation de biens, oui, et puis c'est surtout pour certaines professions, notamment tous les indépendants, c'est une sécurité parce que ça protège le conjoint qui ne l'est pas, et ça verrouille bien les patrimoines privés et professionnels. Oui. Yves Toledano. Moi, on me dit souvent, moi je suis marié sous la communauté, voilà, donc pourtant on me dit, mais tu fais des divorces si tu t'es pas protégé. Alors c'est vrai que moi, quand j'ai connu ma femme, on était jeunes, on finissait nos études, on avait le même revenu. C'était la bohème, la bohème, exactement, à Aznavour. Et on n'en a pas fait de contrat de mariage. Maintenant, c'est vrai que pour quelqu'un qui est commerçant, qui risque d'avoir des dettes professionnelles, avec une séparation de biens, s'il doit de l'argent, s'il a des créanciers, on va pas venir embêter le conjoint. Donc ça peut être une protection. Maintenant, il y a des gens qui veulent faire un contrat de mariage aussi, comme ça, quand on se sépare, chacun garde ce qu'il a. C'est moins romantique, mais c'est plus concret, voilà, plus pratique peut-être, effectivement. Émilie Juillard, vous mettez toujours un i en trop, c'est Juillard. Mais bon. Juillard, ouais, mais non, mais il y a quand même le i, quoi. Oui, mais il y en a qu'un. C'est parce qu'il y a un célèbre journaliste, Juillard. Et un éditeur. J'aime bien mettre les points sur les i. Là, je suis gâtée. Alors juste pour, est-ce que vous m'avez dit tout à l'heure que les femmes, et là vous le démontrez, sont plus agressives dans les procédures. Vous me trouvez agressive? Elles sont plus agressives que les hommes dans les procédures quand ils prennent par rapport à leurs confrères. Les consoeurs, vous voulez dire? Oui, les femmes avocates. Elles ont plus tendance à attaquer. Alors là-dessus, vous me mettez tout sur le dos, mais il y avait quand même un consensus autour de la table sur le fait que les consoeurs prenaient souvent les choses très très à cœur. D'accord. Une dernière question à tous les trois, très rapidement. Comment on peut devenir plus utile en divorçant maintenant? Comment on peut devenir plus utile? En étant mieux dans sa vie, en étant libéré, en étant moins agressif avec ses enfants, en étant moins brimé par son conjoint ou par des conditions de vie. Comment devenir plus utile? À mon avis, je dirais mettre de côté son ego et privilégier l'intérêt supérieur des enfants. Et donc, faire un divorce amiable, c'est vraiment mon conseil. Si vous divorcez, faites-le à l'amiable, c'est l'intérêt de tous. Exactement. Merci à vous. Merci Bruno Ancel, Yves Toledano et Émilie Juillard. Merci à vous. Tiens, je vous conseille ce livre Quotient d'utilité de notre ami DGF Hautebert. Dans quelques instants, l'allocution d'Emmanuel Macron que vous allez vivre en direct à partir de 20h sur Sud Radio. Et un petit coucou à nos amis ukrainiens à qui on pense bien beaucoup. sûr.